Alain Minck, merci de participer au 3e épisode d'En toute liberté avec 21 News et de nous recevoir dans vos magnifiques bureaux. Je dois vous dire que j'ai aperçu un livre de Proust sur votre bureau. Oui. Est-ce que vous aimez Proust? Vous lisez Proust? Je l'ai lu, moi je suis vieux, donc j'ai eu le temps de le lire plusieurs fois. Oui. Donc j'ai dû le lire 4-5 fois, oui. Mais au moment du Covid, d'ailleurs c'est intéressant sur le Covid, je m'étais dit je vais le relire une nouvelle fois, et la pression psychologique fait que je n'ai lu qu'un seul des 3 tomes. Oui. Donc je me suis dit, Le tu plus dois lent être roman du monde. déstabilisé. Oui, oui, c'est le plus lent roman du monde, long. C'est... Je crois qu'on ne peut pas classer. D'abord, je pense que les goûts évoluent avec l'âge, Oui. profondément. Par exemple, quand on a 18 ans, on aime Dostoïevski. Quand on a plus de 50 ans, on aime Tolstoï. Oui, oui. C'est compliqué quand même, Dostoïevski. J'ai essayé de le faire assez sérieusement comme tout le monde, mais c'est d'une lourdeur. Il faut relire Crime et Châtiment dans la nouvelle traduction qui a été publiée par Actes Sud. D'accord. Non, moi, j'ai découvert en le relisant quelque chose que je n'avais pas mesuré du tout chez Dostoïevski. C'est que c'est en réalité un livre, l'illustration en fiction du nietzschéisme. Bien sûr. Raskolnikov, c'est un personnage nietzschéen. Oui. Non, mais relire permet de changer. C'est extraordinaire. Par exemple, quand on relit L'éducation sentimentale et Madame Bovary. Oui. L'éducation sentimentale, ça passe pas plus la rampe. Oui, Madame Bovary, ça le passe. Madame Bovary, qui quand même, et je sais que je vous ai entendu parler de ce livre avant, mais qui est un caractère étrange, cette femme. Donc pas la mère, bien sûr, mais la femme qui est assez insupportable, assez violente envers son enfant, que son mari est aimant, quoi qu'on dise de lui, est un mari assez bête, assez bas de plafond, mais quand même qui s'occupe d'elle, qui la protège, et elle qui le fuit. Vous trouvez pourtant dans ce livre une certaine sympathie chez elle? C'est pas un problème de sympathie, c'est que c'est un problème les personnages existent. Bien sûr. Ce que vous en dites en est l'illustration. Oui, on se pose des questions. Tandis que quand on relit l'éducation sentimentale, les personnages sont diaphanes. Oui. Et de ce point de vue, c'est pour ça dire le plus grand romancier du monde, je ne crois pas qu'on puisse. On peut pas. Il n'y a pas de hiérarchie. J'ai lu beaucoup Céline, mais je n'aime pas Céline. Pas à cause de la trajectoire, ça il faut. La trajectoire des artistes, il faut savoir faire abstraction de cela. Mais la puissance de Céline est sans égale aussi. Le voyage que vous préférez? C'est mort à crédit, je trouve. Oui. Le style de Céline est intéressant parce qu'il y a ce mélange avec l'argot qui se veut un peu plus proche du peuple, alors que le personnage en est très loin, mais vous avez raison, on fait la distinction entre l'artiste et l'art. Mais au bout d'un moment, son style devient un peu fatigant, je trouve. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est un accident stylistique, Céline, parce que Céline n'a pas de prédécesseur et il n'a pas de postérité. Oui. C'est assez étonnant. Il existe seul. C'est une espèce d'ovni littéraire. Oui. Dostoïevski, c'est très intéressant ce que vous disiez sur Raskolnikov, qui se prend pour Napoléon d'ailleurs, et qui est aussi un caractère assez insupportable. Mais sur les frères Karamazov plus particulièrement, et dans le style de Dostoïevski en général, c'est quand même d'une lourdeur. Quand on lit ça, enfin en tout cas je ne peux parler que pour moi-même, mais j'avais du mal à terminer la chose. Tout est sombre, tout le monde boit tout le temps, tout est noirceur, tout est obscurité, on n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile pour les jeunes? Vous dites que vous aimez ça à 18 ans, mais moi à 18 ans j'étais tellement loin de pouvoir lire ça. Oui, mais d'abord on a une sacrée génération d'écart. Oui. Donc ma génération n'a pas les mêmes goûts littéraires que la vôtre. Oui. C'est l'univers de Dostoïevski, c'est quand même un univers d'une noirceur absolue. Oui. Il ne faut pas dire que la Russie tsariste, c'était cet univers-là nécessairement. Oui. Parce que quand on prend l'univers de Tolstoï, alors, mais qui se limite à un seul milieu, c'est un univers en apparence immensément civilisé. Oui. Mais ce sont quand même des œuvres... J'ai un jour eu une discussion avec Madame Horviller, la rabbine. Et je lui ai dit, en riant, mais finalement, Les Misérables, c'est mieux que l'Ancien Testament, quand même. À tout prendre, c'est vraiment mieux. Et elle a eu une réponse, comme tout ce qu'elle dit, exceptionnellement intelligente. Elle dit, mais vous savez, moi, mon boulot, je pourrais le faire aussi bien
à partir des Misérables, à partir de Tolstoï, à partir de Dostoïevski. Je veux dire, une œuvre littéraire, on peut s'y immiscer soi-même. C'est-à-dire, au fond, elle vous accueille. Bien sûr. Et chacun la vit de manière totalement différente. Bien sûr. Et on se demande d'ailleurs si Jean Valjean ne serait pas un meilleur prophète que certains des personnages qui figurent dans l'Ancien Testament. Ah oui, non, mais, en termes de valeur et de moralité, c'est quand même, on peut difficilement faire mieux que Valjean. Et puis, Les Misérables, c'est moins emmerdant que l'Ancien Testament. Ah bah bien sûr, bien sûr. Non, mais Les Misérables, ce sont des livres englobants. Enfin, tous ceux dont on parle là, pas Madame Bovary, c'est pas un livre englobant, mais La Recherche, Tolstoï, Dostoïevski, Les Misérables, Thomas Mann, La Montagne magique, ce sont des livres dans lesquels vous pouvez trouver votre place, mais au fond, le monde entier peut y trouver sa place. Et chez les anglo-saxons, Hemingway, par exemple, ça vous a plu? Non, parce que Hemingway, c'est du super journalisme. Je veux dire, c'est formidable. Oui. Mais c'est pas, vous ne pouvez pas dire que Hemingway, vous y trouvez le monde entier. C'est pas le cas. Chez les Américains, oui, un peu Faulkner. Je trouve ça emmerdant, Faulkner. Faulkner, c'est vraiment le charme absolu du Sud, qui est quelque chose qu'on connaît très mal d'ailleurs ici. On s'imagine les États-Unis comme une culture monolithique, unie, fédérale, qu'elle est de plus en plus. Et d'ailleurs, le sens de l'histoire va vers une centralisation de plus en plus accrue. Mais à l'époque, et même encore aujourd'hui, la différence culturelle entre le Nord et le Sud est monumentale. Mais la cicatrice reste ouverte, bien sûr, de toute façon. Bien sûr. C'est d'ailleurs en ça que le raccourci historique qu'incarnait l'élection d'Obama était assez extraordinaire. Indépendamment de ce qu'a été la présidence Obama, à la limite c'est presque secondaire. C'est quand même 50 ans après les lois sur les droits civiques. Ah oui, c'est la victoire ultime. C'est-à-dire, c'est... Rosa Parks, c'est 54. Donc, on est grosso modo 50 ans après. 50 ans après Rosa Parks, un noir est élu. Pas un descendant d'esclaves. Hein. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vous qui êtes américain, vous le savez, dans sa relation avec la communauté noire, le fait de ne pas être un descendant d'esclaves rendait les choses plus compliquées. Bien sûr, bien sûr. Sa femme l'était pour deux. Oui, effectivement. Oui, c'est intéressant parce que trop souvent, et c'est un crime, devrais-je dire, qui est bien plus souvent commis par la gauche, on homogénéise la communauté afro-américaine comme si elle était un. Or, elle ne l'est pas, comme vous l'avez dit. Les descendants des familles noires récemment arrivées, par exemple, des Caraïbes, ce n'est pas du tout la même psychologie, la même socio-économie, les mêmes résultats économiques ou éducationnels que les populations qui descendent de l'esclavage. La même religion. Bien sûr. Le rapport au passé. C'est un Haïtien et un fils d'esclave n'ont évidemment pas la même identité à part la couleur de peau. Rien à voir. Qui est caractéristique complètement superficielle d'ailleurs, et ce raccourci est trop facilement fait. Mais là, on est en train d'ailleurs de le voir. Ce qui était intéressant dans la dernière élection, c'est qu'on a vu éclater l'identité électorale de la communauté noire et des latinos. C'est-à-dire, et d'une certaine façon, c'était le côté positif de cette élection. Ça veut dire que les deux communautés commençaient à se fondre dans le même cadre politique que la communauté blanche. Est-ce que c'est la consécration du fait, en fait, de l'échec de cette gauche, pardonnez-moi du terme un peu facile, mais communautaire wokiste, qui voulait miser justement sur la différence de race, de religion, de genre, et là, clairement, avec l'élection de Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on dirait quand même qu'il y a un réveil national, un réveil de citoyens, les latinos, qui votent avec beaucoup des noirs, qui votent avec la majorité blanche, pour des enjeux économiques, sociaux, culturels, au contraire des campagnes communautaires de la gauche depuis 20 ans. Enfin, plusieurs éléments. Bon, d'abord, Trump a gagné, mais il a gagné le vote populaire d'1%. C'est d'ailleurs une chose que les gens n'ont pas en tête. C'est-à-dire les gens regardent Trump et l'administration Trump comme s'il avait été élu par 70% des voix, comme s'il avait 70 sénateurs sur 100 et 40 congressmen d'avance. Donc,
le basculement, c'est une victoire incontestable, mais ce n'est pas un basculement du pays. On peut penser, par exemple, d'ailleurs, que si Biden avait démissionné et Kamala Harris avait été présidente, elle aurait été élue sur la force de la présidence. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un basculement total des États-Unis. Là où je vous rejoins tout à fait, et qui est une démonstration qui, à mon avis, s'applique au-delà des États-Unis à tous les pays européens occidentaux, c'est que quand la gauche perd le lien avec les classes populaires, elle a perdu sa raison d'être. C'est-à-dire le bricolage qui consiste à ajouter des communautés à des communautés pour faire une majorité aléatoire, ça n'a pas d'identité. Alors, je ne dis pas la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière, elle a baissé, mais le devoir de la gauche, c'est d'être en lien avec les classes populaires. Et qu'elle a laissé filer ici. Ici, à un moment donné, en France, je veux dire, il y a eu ce papier qui était une note de la fondation Terra Nova, qui disait à la gauche, et qui a eu une importance importante, oubliez la classe ouvrière, vous la laissez à Marine Le Pen, et vous agrégez tout le reste, les bobos de tout genre, en quelque sorte. Et c'est en effet ce que la gauche a essayé de faire. Ça n'a pas de sens, je veux dire. Un pays fonctionne quand un parti a le lien avec les classes populaires, et c'est plutôt le boulot de la gauche. Mais est-ce que c'est ceci, parce qu'on remarque ce changement stratégique des gauches occidentales un peu partout, c'est-à-dire que les cols bleus et les classes ouvrières, même si elles sont moindres en nombre, aujourd'hui sont principalement un moteur, je dirais, du populisme de droite, plutôt que des syndicats de gauche et du Parti communiste comme elles l'étaient jadis. Est-ce que c'est un choix stratégique ou au contraire un mouvement sociologique de base où ces classes naturellement se sont portées vers une droite qu'elles reconnaissent comme plus importante ou plus représentative de leur intérêt? Ou est-ce que c'est vraiment la révolution qui vient du haut et les gauches ont dit on va changer de stratégie, maintenant c'est les minorités ethniques, les minorités sexuelles? C'est la droite extrême, l'extrême droite ou la droite extrême, qui a su parler à ces couches populaires. Alors, il faut regarder pays par pays. Bon, ici, on voit bien de toute façon qu'il y a en effet le vote communiste du Nord, il a basculé au RN. Mais le RN du Sud, c'est pas le même. Bien sûr. C'est un RN un peu issu du poujadisme, issu des Pieds Noirs, rien à voir avec les descendantes communistes qui sont devenus RN dans le Nord. Bon, en Allemagne, l'AfD, c'est pas la même chose, parce que l'AfD, c'est la frustration des Länder de l'Est. D'ailleurs, de ce point de vue, il y a quelque chose d'absolument fascinant dans les mémoires de Merkel, qui n'est pas tellement le récit de sa vie gouvernementale, et qui n'est même pas le récit de son enfance à l'Est. Et vous allez voir pourquoi je ramène ça après à l'extrême droite. Elle était dans le gouvernement, le premier gouvernement libre de l'Allemagne de l'Est, qui négocie, gouvernement CDU, qui négocie l'unification avec le gouvernement Kohl. Donc il y avait des CDU des deux côtés de la table. Le chef du gouvernement de la RDA, démocrate chrétien, s'appelait Lothar de Maizière. Vieille famille française expulsée par Louis XIV après la suppression de l'édit de Nantes. Bon. Et elle a cette phrase incroyable, elle dit « Il voulait bien de nous, mais il nous voulait nus sans reconnaître que nous avions une identité. » Elle, Angela Merkel. Oui, pas exactement l'incarnation du nationalisme allemand. Mais donc on voit bien que ça, si elle dit ça, on voit bien que les Länder de l'Est ont eu une frustration qui est on n'a pas reconnu qu'ils avaient leur identité. Et le moteur de l'extrême droite allemande, quand même, qui est dans les Länder de l'Est, c'est ça, plus qu'un problème de classe ouvrière. En Italie, la victoire de Mélanie n'est pas de même nature. C'est pas la récupération de la classe ouvrière non plus. Je crois que chaque pays... Alors, c'est vrai qu'il y a une poussée générale vers de droite extrême parce que le leadership conceptuel de la gauche a disparu. Et, sauf dans les pays scandinaves, mais quand on est petit pays calviniste, tout est différent. Donc vous êtes sceptique sur
les commentateurs ou les experts qui parlent de grandes vagues internationales qui dépassent les frontières, et vous dites non, non, attention, il faut examiner... C'est pays par pays. Oui, d'accord. Non, je pense qu'il y a partout un glissement plutôt à droite, oui. Ne serait-ce que par les thèmes de sécurité, ne serait-ce que par la question de l'immigration, c'est sûr, mais que les identifiants de cette extrême droite sont quand même très différents de pays à pays. Il n'y a pas une internationale d'extrême droite comme il y a eu une internationale communiste ou une internationale socialiste. Bien sûr. D'ailleurs, sur ce combat culturel qu'est le nôtre et qui est partagé aux États-Unis, en Italie, etc., il y a quand même l'émergence, on a l'impression, avec ces nouvelles droites, entre guillemets, d'une nouvelle presse. Vous étiez pendant longtemps, et vous êtes encore, au Conseil de surveillance du Monde. Ah non, j'y suis plus. Vous n'y êtes plus? Non, non. D'accord. Non, non, j'ai démissionné de la présidence du Conseil de surveillance du Monde quand quelqu'un que vous connaissez a été élu président de la République, parce que je trouvais que ce n'était pas possible d'être proche du président de la République et de présider le monde. Et du journal qui s'est relevé, un de ses adversaires médiatiques. Est-ce que vous voyez l'évolution de ce papier en particulier, mais plus généralement de la presse mondiale, comme quelque chose où les médias traditionnels perdent en puissance? On le voit d'ailleurs, je pense, assez clairement, non seulement dans le chiffre de leur vente, mais surtout sur leur sous-présence sur l'arène virtuelle, comparée à des médias alternatifs. Alors c'est moins présent en France, mais beaucoup plus aux États-Unis, comme les podcasts, comme le Tucker Carlson, que vous devez connaître, qui est vraiment le symbole de ce... On a vraiment l'impression que c'est un changement révolutionnaire. Est-ce que vous pensez que la presse française, incarnée par le monde, est vouée à mourir? Est-ce que la chose va remonter? Est-ce qu'on est en bas d'une vague? Vouée à mourir, non. Mais les journaux à l'ancienne deviennent les bulletins paroissiaux disons, des élites d'hier. Oui. Ça, c'est une évidence. Remplacé par quoi? Parce que vous avez dit, c'est-à-dire au fond l'information aujourd'hui des gens de votre génération, elle se fait sur les réseaux sociaux. Oui. Alors après, vous pouvez avoir, parce que le problème de l'expertise dans le monde des réseaux, il est immense. Et on ne peut pas le contourner. Donc, il y a ce que je trouve désolant dans l'évolution, par exemple, d'un journal comme le New York Times, c'est que le New York Times était un lieu d'expertise mondiale et qui est coloré désormais par son militantisme wokiste. Oui. Ce n'est pas le cas d'un journal comme The Economist. Oui. Il faut connaître l'équation de The Economist. 1 500 000 exemplaires, copies comme on dit, vendus, 150 000 en Grande-Bretagne. Donc c'est un produit mondial, des élites, mais c'est un produit mondial. Et ce n'est pas du tout un produit qui a cédé à l'idéologie wokiste. Il est resté accroché à une idéologie libérale. Donc je pense que les journaux sont condamnés à s'affaiblir, mais ceux qui sauront maintenir une vraie expertise survivront au moins au profit des élites qui fréquentent elles aussi les réseaux. Bien sûr. C'est intéressant que vous soulevez la question de l'expertise. Je ne sais pas si vous suivez cette toute nouvelle polémique, mais qui est très intéressante sur le divorce culturel de la droite trumpiste avec ses antécédents néoconservateurs. Il y a un espèce de pseudo-historien qui a fait un épisode avec Tucker Carlson, qui a eu des dizaines de millions de vues, où il expliquait, l'homme n'a pas vraiment de qualification académique, ce n'est pas un expert, c'est vraiment un enthousiaste, mais qui a un podcast d'histoire qui est très très écouté. Il expliquait qu'au fond, Hitler n'était pas si antisémite que ça, et que le vrai vilain du XXe siècle, c'était Winston Churchill. Et cet homme, aujourd'hui, a créé une polémique immense où une grande partie de la droite trumpiste rejoint un tel constat. Il nous explique qu'Israël, par exemple, est un ennemi juré des États-Unis, que Churchill était une ordure et qu'Hitler était le grand incompris. C'est quand même quelque chose de fascinant parce qu'il y a à peine 5 ans, Churchill était encore le héros de la droite internationale qu'on défendait contre les attaques de wokistes. Est-ce que vous avez suivi cette polémique et à votre avis, qu'est-ce qu'elle dit justement du triomphe du trumpisme culturel et peut-être même de ces relents qui sont quasiment incontestables aujourd'hui d'antisémitisme, de révisionnisme historique? Enfin, c'est très compliqué dans la mesure il n'y a pas plus pro-israélien et officiellement pro-sémite que le trumpisme. Oui.
en tant que tel. Oui. Pourquoi? À cause du lien avec l'extrémisme religieux évangélique. Oui. Donc, c'est comme toujours, ce que vous dites est illustratif des États-Unis. Les États-Unis, c'est une matrice, il y a tout, où il y a tout et son contraire. Oui. C'est ce qui fait leur force intrinsèque. Moi, j'ai du mal, si vous voulez. Je pense qu'il y a un mouvement vers la droite, donc c'est une évidence dont on a parlé. Je pense que le trumpisme est une mauvaise expression, je trouve, et j'en suis d'ailleurs affligé, que le vancisme est beaucoup plus intéressant. Oui, plus royaliste que le roi. Non, mais chez Trump, il y a quand même un côté ubu-roi. Oui. Je veux dire, Vance, c'est un idéologue. Oui. Je veux dire, le discours qu'il a fait à Munich, moi, me hérisse, mais c'est un discours construit. C'est d'ailleurs en ça. Je veux dire, quand on voit ce qui est Vance, un type diplômé, qui écrit, et il a écrit lui-même, un vrai best-seller, qui vient de la classe populaire, qui épouse une Indienne, donc il est ouvert au monde, dont le fils aîné, je crois, a un prénom indien. Oui. Bon. Entrepreneur à succès, vétéran des Marines. Et lui émet une idéologie qu'on n'avait jamais entendue aux États-Unis, où il retourne, par exemple, le concept de la liberté d'expression, inhérente grâce au premier amendement à l'identité américaine, au profit d'un extrémisme. C'est-à-dire, il y a un côté, entre guillemets, fasciste, pas nazi, fasciste, chez Vance, qui n'a pas du tout chez Trump. Mais n'a-t-il pas raison quand à Munich, il souligne les excès étatistes contre une certaine forme de liberté d'expression en Angleterre, par exemple, où un moindre commentaire Facebook, qui par exemple identifie une personne transgenre du mauvais pronom, est susceptible d'amende ou de pénalité juridique. Il semblerait qu'il y ait un grain de vérité dans ce qu'il dénonce. Non, mais la réponse à ça, mais la réponse, c'est une réponse de libéral que je fais, c'est de dire, c'est la jurisprudence des autorités indépendantes. C'est pas les existences des autorités indépendantes, c'est la dérive de leur jurisprudence. L'idée de dire, on supprime tous les contre-pouvoirs, et on laisse la liberté d'expression faire corps, en réalité, avec la vie instantanée de la société et avec le marché, c'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, c'est assez simple. Le marché, sans la règle de droit, c'est la jungle, et la règle de droit sans le marché, c'est l'Union soviétique. Bon. Donc, le problème est le point d'équilibre. Ce qui est vrai, c'est que les institutions qui étaient des institutions de contre-pouvoir se sont laissées embarquer trop loin. Mais la réponse, par exemple, l'attaque de Trump, moi ce que je crains dans l'attaque de Trump contre la symbolique d'Harvard, etc., c'est que quand le balancier repartira, parce que le balancier repartira, la vie publique, c'est le retour du balancier. On ne sait pas quand, mais c'est le retour du balancier. Il repartira très à gauche. C'est-à-dire, quand vous voyez la situation américaine actuelle et que vous êtes un jeune de 20 ans non-trumpiste, vous ne devenez pas clintonien. Vous allez pour AOC. Donc, je pense que le dérapage vers la droite trumpiste entraînera un dérapage vers l'extrême gauche à gauche. Comme le dérapage wokiste de 2014-2015 a mené au dérapage trumpiste ? Oui. Donc c'est le métronome. Oui. Mais ça, je crois que la vie politique, elle est faite de métronome. Sauf qu'avant, à l'intérieur de ce que j'appelais le cercle de la raison, le métronome, il était dans un espace très restreint. Alors que là, il y a une excitation. Le métronome, il est sur 180 degrés. Alors, est-ce que, si on pousse votre logique sur le domaine économique, on peut s'attendre, après Trump, à une époque de libre-échange et de laisser-faire et de libéralisme économique sur le point de vue international ? Moi, je pense que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, si vous voulez, je crois, et ça rejoint mon point sur le fait que le balancier partira très à gauche, c'est que souvent il y a la comparaison avec les barons voleurs.
c'est-à-dire les grands tycoons du début du 19e siècle en disant les types de l'Internet, ce sont les barons voleurs d'aujourd'hui. Mais il y a une grande différence. Qui était président au moment des barons voleurs? Theodore Roosevelt. Ouais. Qu'est-ce que fait Theodore Roosevelt? Il instaure la Federal Trade Commission. Oui, il casse les monopoles. Et il démantèle la Standard Oil of New Jersey. Oui. Qu'est-ce que fait Trump? Il démantèle la Federal Trade Commission, il démantèle les organismes de lutte contre la corruption et il va jusqu'à une imbrication du monde de l'argent et du monde du pouvoir qui n'a pas d'équivalent dans un pays démocratique, avec la notion des délits d'initié qui disparaît. Oui. Le débat, par exemple, de savoir s'il y a eu un délit d'initié au moment où les marchés le font capituler sur les bons du Trésor. C'est une question qu'on n'aurait jamais posée avant. Y a-t-il un parallèle avec la Compagnie des Indes, par exemple? Ça veut dire ce mélange du pouvoir privé et public, et même dans le cas de la Compagnie des Indes, peut-être même l'émergence. Alors, ça serait difficilement imaginable aujourd'hui, mais on a l'impression que la pente glissante peut y mener vers une force d'armée privée, de puissance telle des milliardaires qu'elle peut mener à ça. Mais ça dépend de l'État fédéral. C'est-à-dire, si vous démantelez... d'un côté, on est dans une situation très extraordinaire où on voit, au nom de la jurisprudence de l'époque Biden, le procès contre Facebook, en démantèlement de Facebook. Ça, c'est la logique Theodore Roosevelt, qui est le rôle de l'État fédéral et de maintenir un degré de concurrence important, quitte à démanteler des acteurs trop puissants. Et puis, il y a la jurisprudence Trump, qui est « je leur donne libre cours », vraiment, c'est quartier libre. Bon, c'est très étrange, parce que le procès Facebook est complètement déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. Moi, ça, je ne crois pas. Je pense, si vous voulez. Alors, on comprend aussi là-dedans les assonances entre l'univers trumpien et la Russie poutinienne, c'est-à-dire une oligarchie qui mêle le pouvoir politique et le pouvoir économique. J'ai du mal à croire que durablement, les États-Unis connaîtront cette évolution-là. Est-ce que Trump est philosophiquement protectionniste? Attends, le mot philosophie et Trump, c'est un oxymore. Oui, mais malgré lui, alors. Est-ce qu'il est malgré lui philosophiquement protectionniste? Et d'ailleurs, je crois. C'est intéressant parce que journaliste de Bloomberg l'interview quelques mois avant l'élection. Et pour une fois, pose une question relativement intéressante. Quel était votre président américain préféré historique? Sa réponse, personne ne s'y attendait, William McKinley, le Napoléon des tarifs, qui est à l'origine d'une des 3 grandes époques des tarifs douaniers protectionnistes de l'histoire des États-Unis. Sauf qu'à la fin de son mandat, il recule. Oui, bien sûr. 24 heures avant son assassination, McKinley dit, en fait, les guerres commerciales, c'était une très mauvaise idée. Il fait un 180 degrés et il est tué le lendemain par un anarchiste tchèque. Mais la différence entre cette époque et aujourd'hui, c'est la puissance des marchés. C'est-à-dire, Trump a mis 1 mois à reculer parce que les marchés sont plus forts. Mais alors, est-ce qu'il a reculé? Mais je pense qu'il est viscéralement protectionniste. Oui, et il n'utilise pas que les tarifs comme moyen de négociation? Non, je pense que ça correspond quand même à quelque chose. Il luttait pour les tarifs quand il n'était rien et qu'il achetait des pages de pub dans le New York Times. Oui, il y croit vraiment. Il y croit vraiment, parce qu'un type qui achète des pages de pub, qui en 85 ou 86 n'a pas encore de vraie ambition politique, c'est parce qu'il veut faire du prosélytisme. Mais vous dites qu'il a reculé. Alors peut-être que je commets un crime que j'ai maintes fois accusé d'autres de commettre, c'est-à-dire de voir une conspiration ou un plan là où il n'y a que de l'inconsistance ou peut-être de l'incompétence. Mais quand il déclare avec son fameux tableau toute la liste des tarifs douaniers qu'il va installer, le monde entier s'effondre, c'est vraiment la catastrophe. Et quelques jours après, il dit « on va faire une pause et maintenant on va négocier ». Parce que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'effondrement des marchés. D'un marché, parce que le marché des actions, il peut monter, il peut descendre, c'est pas décisif. Mais le problème, c'est le marché des bonds, c'est-à-dire l'État fédéral était en train d'affronter une crise de financement. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés ont tué
je ne sais pas si on dit d'un bonnet au féminin, une bonnette. Oui. Cette bonnette de Madame Truss en une semaine, et même Trump a dû reculer. L'écart par rapport à la période que vous citiez de la fin du 19e siècle, c'est l'absolue puissance des marchés. Oui. Et en particulier, dans un monde endetté, du marché obligataire. Oui. Dans un monde aussi endetté, si le marché obligataire ne nourrit pas en réalité la création de monnaie permanente par l'émission de dette, le système va s'arrêter. Hein. Mais donc c'était un recul à cause des bonds, que vous dites, et pas une stratégie, parce que quand même, on a l'impression qu'il annonce, c'est toujours la même chose sur le Panama, sur le Groenland, il annonce, il y a un émoi, et au bout de quelques jours, il dit finalement on va reculer, on fait 10% pour tout le monde, et ce qui est déjà 10%, une augmentation de 3-4 fois le chiffre de tarif de base, paraît maintenant comme, vous voyez, maintenant il est prêt à négocier, il est gentil. Non, mais je pense qu'on a tous les deux raison. Je ne veux pas faire du en même temps. Oui, non. Je pense qu'on a tous les deux raison, c'est-à-dire je pense qu'il recule, mais que néanmoins, depuis le départ, il se dit qu'il en restera quelque chose. Oui. Je crois qu'en revanche, la puissance des marchés l'a amené à prendre conscience qu'il en resterait moins qu'il n'escomptait. L'exemple typique, c'était évident, mais pour moi c'était évident que l'affrontement clé, ce serait l'affrontement avec la Fed. Parce que la politique qu'il mène est une politique inflationniste, donc qui doit obliger la Fed ou à maintenir les taux ou à les augmenter. Et que ça, dans l'esprit de Trump, vu ce qu'est le poids des taux d'intérêt dans la vie de chaque Américain, c'est pas possible. Et donc, il allait tenter un bras de fer institutionnel avec la Fed. Oui. Et d'ailleurs, on découvre des tas de choses. C'est que des institutions qu'on pensait très solides, ce sont souvent que des conventions de papier. Parce que la capacité ou non de virer le président de la Fed résulte d'une jurisprudence de la Cour suprême de 1935. Donc, à la limite, qui aurait pu être réversible à la Cour suprême. Mais qu'est-ce qui l'a fait reculer ? Ce n'est pas la menace de la Cour suprême. Qu'est-ce qui l'a fait reculer ? C'est que, à nouveau, le risque d'un effondrement des marchés. Oui. Et immédiatement, et ça c'est un signal. Là, il y a une mécanique irrépressible. Je ne suis pas en train de faire le culte du marché. Je veux dire, c'est comme la loi de la pesanteur. On peut ne pas aimer la gravitation. Elle est là. Elle est là. Ouais. Mais parce qu'on est dans un monde qui vit depuis des décennies en accroissant son endettement. La force des marchés résulte du choix qu'on a fait de notre prospérité par endettement. Est-ce que vous voyez dans sa stratégie douanière, tarifière, devrais-je dire, juste en vérité un moyen d'isoler la Chine qu'il considère, et d'ailleurs il n'est pas le seul, que les États-Unis, dans leur pensée stratégique commune, comme l'ennemi, l'adversaire principal de ce siècle ? Non, mais il y a deux aspects simultanés, qui est une collision course, comme on dirait aux États-Unis, entre un cours mécanique d'affrontement le piège de Thucydide entre les États-Unis et la Chine est de l'ordre de l'évidence. Il n'y a pas deux puissances qui cohabitent en position de domination. Ça, c'est une première chose. Mais ils sont aussi comme des lutteurs de sumo qui n'arrivent pas à se détacher l'un de l'autre. Parce que, par exemple, dans toute cette période, ce n'est pas la Chine qui a fait sauter le marché des obligations du Trésor américain. Pour l'instant, elle n'a pas commencé à vendre. C'est-à-dire, ils ont chacun une arme, mais elle est d'une puissance folle. Et ils se comportent avec un peu de retenue, on a l'impression, les Chinois, dans ce challenge. Non, mais les Chinois, ils sont... Moi, j'ai un souvenir qui m'a marqué à vie. J'appartenais à un groupe où il y avait un certain nombre d'hommes publics européens. On est reçu par le président Xi Jinping, ça devait être en 2014-2015. Et il nous dit en rigolant la chose suivante. Il dit, vous les Occidentaux, vous croyez que le fondement d'une société, c'est ce que vous appelez la démocratie. Vous savez, il y a deux autres fondements d'une société. L'histoire et la compétence. Et là, il sourit et il dit, nous avons les deux. C'est-à-dire, les Chinois ont un sens du temps qui n'a rien à voir avec le nôtre. Le temps long. Un temps très long. Oui.
C'est-à-dire, ce qu'on appelle le temps long à l'occidental est un temps court à l'échelle des Chinois. Ils ont un degré de compétence intellectuelle, technologique, scientifique du plus haut niveau, et ils ont des élites admirablement formées. Est-ce qu'ils ne sont pas menacés par, je dirais, l'immense révélation des 10 dernières années, c'est-à-dire la démographie qui s'effondre? Est-ce que le pouvoir chinois ne repose pas aussi sur cette épée de Damoclès? La Chine, même quand on s'y intéresse, ça reste, comme disait Bismarck de Napoléon III, un mystère entouré d'une énigme. C'est-à-dire, il y a quelque chose, si vous voulez, que je n'ai toujours pas comprise, qui est la chose suivante. Pendant les 30 ans de la période Deng Xiaoping, grosso modo, le choix, c'est de dire l'économie prévaut sur le politique pour autant que la position de force du Parti communiste chinois n'est pas atteinte. Bon. Et puis, Xi bascule complètement et redit la politique reprend l'ascendant sur l'économie et au prix quand même de sacrifices où toutes ces blue chips qui étaient à Wall Street et qui commençaient à dominer Wall Street, en réalité, perdent des centaines de milliards de capitalisation. Ces instruments du soft power chinois sont atteints. Donc, ce renversement, le politique reprend l'ascendant sur l'économique, a objectivement un prix élevé. Pour quelqu'un qui fait des choix rationnels, il y a une autre raison. Alors, est-ce que l'autre raison est liée à ce que vous dites, la démographie? Est-ce que l'autre raison est liée aux tensions internes de l'Empire chinois? On a beaucoup de mal à le savoir. Mais l'histoire a quand même toujours appris que la Chine, prisonnière de ces tensions intérieures, n'était pas impérialiste vers l'extérieur. C'est quand la base est soudée qu'elle regarde à l'externe. Voilà, ça, c'est une règle de tout le monde, base bien sûr. des de tout le monde. Donc, ce mystère-là, on a du mal à l'éclaircir. Et Taïwan? Est-ce que vous voyez, parce que j'ai l'impression que dans Taïwan, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire la primauté du politique sur l'économique. S'il y a demain une conquête ou un asservissement, économiquement, alors certes, il y a la question des microprocesseurs, mais est-ce que ça serait si avantageuse pour elle? On a l'impression que c'est surtout une question de prestige politique. Mais ça rejoint le basculement de Xi Jinping. Sous Deng Xiaoping, dans une approche Deng Xiaoping, la conquête de Taïwan se faisait par l'imbrication économique. Au fond, grosso modo, Taïwan trouvait sa place dans un espace chinois au sens large, qui comprend aussi quelque chose qui est un instrument de puissance très important, qui est la diaspora chinoise en Asie du Sud-Est. Bon. Et soudainement, Xi Jinping revient à une conception beaucoup plus territoriale du pouvoir, avec la volonté de reprendre physiquement Taïwan. Ça ramène à ce basculement. Pourquoi il a eu lieu, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la Chine d'aujourd'hui a envie de mettre son drapeau sur Taïwan et d'y pratiquer son pouvoir. Au fond, c'est une distinction qui, moi, m'a toujours frappé, mais pour le monde entier, il y a une immense différence entre le pouvoir et l'influence. Par exemple, comment les Anglais ont dominé le monde? Par l'influence. Comment nous avons fait notre colonisation, nous? Par le pouvoir. D'ailleurs, c'est la relation, de ce point de vue, des Français au pouvoir est la même que celle des Anglais à l'influence. Et c'est logique. Quand vous êtes une petite île pour gouverner le monde, vous ne pouvez pas vous appuyer sur la puissance physique forte. La France, c'était la puissance démographique dominante, pour revenir à votre point. Bon. Les Chinois, sous la période maoïste, ont une période de pouvoir. Sous la période Deng Xiaoping, ils ont une période d'influence. Et sous la période Xi Jinping, ils reviennent au pouvoir. Je le constate, je n'ai pas d'explication. Sur la primauté du politique sur l'économie, est-ce que ce ne serait pas l'inverse avec Trump? Par exemple, on martèle sur tous les plateaux télé et tous les experts nous expliquent que, comme vous le dites, il y a une collision qui se prépare, que les États-Unis ne pensent qu'à la Chine. Mais si Trump ne pense qu'à la Chine, pourquoi taper comme il le fait sur les Japonais ou sur les Coréens du Sud? On a l'impression qu'il réduit
l'importance de ce conflit avec la Chine, ce conflit à venir, à des considérations de réindustrialisation, à des considérations électorales, domestiques. Est-ce que l'économie, pour lui, au fond, ou sa vision, j'imagine que vous allez me dire, très infantile de l'économie, ne prime pas sur le politique? Mais d'abord, pour revenir à la vision infantile de l'économie, quand Trump parle de réindustrialisation, oui, il parle de réindustrialisation d'abord dans un pays où il y a plein emploi. Oui, oui. Quand nous, on parle de réindustrialisation, c'est parce qu'on aimerait recréer des jobs industriels à Dunkerque. Oui, oui. Un, il y a plein emploi. Deux, les États-Unis dominent le monde par les services. C'est ça qui est extraordinaire dans la philosophie trumpiste. C'est que le problème qu'il soulève n'a pas lieu d'être. Quand vous dominez le monde par les services, vous vous en foutez de vouloir remettre des aciéries dans la Rust Belt, premièrement. Deuxièmement, il refuse le diagnostic simple qui est le déficit commercial américain n'est que la contrepartie de la faiblesse de l'épargne américaine, laquelle est la contrepartie d'une surconsommation. L'équation macro, on la connaît. Mais pour revenir à votre point de départ, là où il y a quand même beaucoup de bêtises dans l'équipe qui est à Washington, c'est que quand vous êtes en guerre potentielle avec la Chine, vous vous rapprochez de la Corée et du Japon. Ben bien sûr. Oui. Bon. Or, il est en train de créer un contexte où la Corée et le Japon, ayant le sentiment que l'ombrelle de protection américaine a été repliée, vont vouloir avoir leur arme nucléaire. Bien sûr. C'est le même sujet qui, pour nous, se pose avec la Pologne. Qu'est-ce qu'a dit Donald Tusk? Il a dit de manière très claire, d'accord, je reconnais qu'il n'y a plus de protection américaine, et vous, Français, qui prétendez avoir une protection, alors vous allez m'aider à avoir mon arme atomique. Oui. Ça, on va voir les problèmes avec les Russes que ça peut poser. Bien sûr. Mais d'une certaine façon, son isolation... Quand vous faites la guerre, vous allez être en affrontement avec l'autre grande puissance mondiale. À ce moment-là, vous êtes le plus aimable possible avec vos alliés. Bien sûr. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça, c'est donc de la connerie. Oui. Le Japon, d'ailleurs, a ressuscité des pourparlers pour une signature d'un éventuel traité de libre-échange avec la Chine, suite aux tarifs douaniers installés par Trump. Non, mais il est en train, au lieu de ramener les puissances asiatiques non chinoises, les garder près de lui et en faire des compagnons de route permanents, il est en train de les mettre dans une situation d'équilibre qui fait qu'ils vont à la fois négocier des accords commerciaux avec les Chinois et vouloir assurer leur propre sécurité en accédant à l'arme atomique, ce qu'ils peuvent faire, vu leur niveau technologique, extrêmement vite. Bien sûr. Le Japon, c'est pas l'Iran. Est-ce que en fait, l'argument de Donald Trump, on a l'impression que même s'il raconte énormément d'inepties et de bêtises, il met souvent le doigt sur une question qui a quand même une certaine vérité. La question de la réindustrialisation en est une. C'est quand même la faille ultime, selon les critiques du libre-échangiste, du libéralisme international. Est-ce que le problème de Trump, c'est que, comme vous le dites, on ne va pas réouvrir des usines de chaussettes ou des usines... Enfin, les ingénieurs de vapeur ne manquent à personne aujourd'hui. Est-ce que c'est un espèce de rêve de Polichinelle où en fait, il a ses priorités complètement au mauvais endroit? Ou est-ce qu'au contraire, il a raison sur la réindustrialisation, au moins de certaines industries importantes, mais c'est les tarifs douaniers qui sont le mauvais outil pour motiver cette réindustrialisation? Le problème de la domination économique américaine, c'est pas le retour de vieilles industries, en réalité, c'est la perpétuation de la domination technologique écrasante des États-Unis. Et de ce point de vue, l'attitude de Trump à l'égard du monde universitaire est contre-productive. Je veux dire, qu'est-ce qui fait... Les États-Unis, vous les connaissez mieux que moi, vous êtes citoyen américain, pas moi, c'est un mélange de pays du tiers-monde et de pays hyper-développés. Oui. Qu'est-ce qui fait l'hyper-développement américain? La technologie, la domination académique,
Après, il y a les problèmes idéologiques, mais c'est autre chose. Oui. Et la domination financière. Oui. Voilà. Bon. Donc, quand vous êtes un Américain impérialiste, ce qu'est Trump, vous vous dites, je maintiens mes instruments et je développe mes vrais instruments de domination. C'est-à-dire, je veux contrôler le savoir du monde entier, je veux contrôler la technologie du monde entier, je veux contrôler la finance du monde entier. En affaiblissant le monde académique. Enfin, le type qui serait venu sur une chaîne de télé il y a 3 ans et qui aurait dit il va falloir se préparer à accueillir des savants américains car le mouvement de 38 va se faire à l'envers, le chef d'émission dit celui-là, je ne le réinvite plus jamais. Bien sûr. Non mais bon, donc affaiblissement, jusqu'où ira cet affaiblissement? Ils ne mourront pas, mais c'est quand même un véritable affaiblissement. Deuxièmement, la stratégie débile énoncée par son chef du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, qui est on va réduire le rôle international du dollar. Mais attendez, ce qui a permis aux Américains de maintenir leur domination, c'est ce privilège que Giscard qualifiait d'exorbitant, qui était une jolie formule, le privilège exorbitant du dollar. Donc, il est en train d'affaiblir la domination économique monétaire américaine. On ne peut pas exclure qu'il y ait une taxe sur les sorties de capitaux. Bon, c'est déjà arrivé dans l'histoire américaine. Bon, donc il affaiblit la puissance financière des États-Unis. Tout ça pour réduire le soi-disant déficit commercial ? Non, mais attendez, il y a quand même quelque chose de bizarre. En plus, ce grand tableau était basé sur quel concept? Je dois être équilibré avec chaque pays. Oui. Donc, il y a quand même, si vous voulez... Alors, une fois qu'on a dit tout ça, Trump n'est pas un imbécile. Oui. C'est-à-dire, je pense qu'économiquement, c'est un imbécile. Je pense que stratégiquement, il a une politique totalement contre-productive, on vient de le dire, mais je pense qu'il a senti quelque chose, c'est un grand politique. Oui. Ça, c'est une évidence. Oui. Et il a senti les mouvements de l'opinion, les mouvements politiques du pays, et il a su les chevaucher avec un immense talent. Est-ce que vous voyez dans l'expérience de Doge, d'Elon Musk, qui certes s'est recouverte d'un nombre infini de litiges. L'expérience. Qui est en train de se terminer d'ailleurs. Et vous l'avez souligné il y a quelques semaines sur un plateau que c'était voué à se finir, et l'histoire vous donne raison ici. Il semblerait que c'est fini, que les ventes de Tesla en chute libre, et peut-être même des tensions politiques internes, poussent Elon Musk à s'éloigner du gouvernement. Et puis attendez, un capitaliste, son énergie est indexée sur son cours de bourse. Oui. Donc, à partir du moment où la valeur de Tesla s'effondre, il oublie son copain Trump, mais c'est intéressant. Il revient à l'essentiel. C'est intéressant parce qu'à tous ceux qui critiquaient Musk, peut-être à juste titre, mais le créditaient d'un certain cynisme, on a l'impression que l'homme est quand même un idéologue. Il a pris des risques financiers et boursiers immenses pour soutenir ce qu'il perçoit comme la nécessité de défendre la liberté d'expression. Moi, je pense qu'il a totalement sous-estimé les risques qu'il prenait. Oui. Et on revient au marché. C'est très puissant, les marchés. C'est-à-dire, je pense qu'il n'aurait pas imaginé, parce que là, on n'est pas dans la crise sur le marché obligataire, qui est une crise de nature économique. Une partie de l'effondrement du cours de bourse de Tesla, c'est en réalité une révolte contre Musk. Bien sûr. Bon, ce qui montre qu'il y a des contre-forces en face. Donc je pense qu'il les a sous-estimés et que maintenant, il va se calmer parce que, comme je vous dis, un capitaliste, c'est le cours de bourse, le cours de bourse, le cours de bourse. Oui, hein. Oui. Mais est-ce que son expérience, alors avortée, mais quand même, qui a fait des certaines turbulences, de débureaucratisation, malgré les litiges, malgré les faux pas, malgré les erreurs, est quand même une expérience intéressante parce qu'au fond, nous sommes des sociétés surbureaucratisées et qu'on devra se mettre face à ce dragon en tant que Saint-Georges au bout d'un moment. Est-ce qu'on a besoin, notamment en France, où on a quand même une dépense publique et une existence de l'État qui fait frémir tous les libéraux? Mais pourquoi vous me donnez comme exemple Musk et pas la Troïka, c'est-à-dire la Commission de Bruxelles, la Banque Centrale Européenne et accessoirement le FMI, qui ont quand même fait
qu'aujourd'hui, les pays que nous, Français, nous méprisions macroéconomiquement, qui étaient les pays du Club Med, se financent moins cher que nous. Oui. C'est-à-dire que les mesures à prendre, elles ont été prises en réalité avec beaucoup d'efficacité pour des pays qui étaient dos au mur, par des instances disons, construites intellectuellement et classiques. C'est fascinant ce qui s'est payé. Le contraire du populisme. Le contraire du populisme. Le contraire. Le contraire du populisme. Et ça a marché. Vous auriez pensé que la Grèce se financerait, après ce qu'elle a connu, moins cher que la France alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des sacrifices. Oui. Le problème que nous avons, nous, c'est que nous ne sommes pas assez dos au mur. Et que les sacrifices, pour les faire, il faut être dos au mur. Et je crois que s'ajoute à ça le fait que nous pouvions penser à l'automne dernier, après la calamiteuse dissolution, que nous serions dos au mur. La vérité, c'est que nous le sommes moins désormais. Pourquoi ? Parce que dos au mur, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'écart de financement, le spread, allait s'accroître et être insupportable pour la France, comme il l'avait été en son temps pour le gouvernement Berlusconi, quand les dirigeants de l'Europe de l'époque, dont un président que vous connaissez et une chancelière que vous devinez, avaient foutu dehors Berlusconi. Hein. Oui. Il a été foutu dehors par ses cogénères européens. Et donc c'était ça le risque qu'on pouvait penser pour la France à l'automne. Or, depuis, il s'est passé deux choses. Le statut du dollar est affecté. Oui. Et deuxièmement, les Allemands, ça c'est un miracle, ont décidé de dépenser. Donc, le taux d'endettement allemand, qui était de l'ordre de 60% du PIB, nous on est brillamment à 115, il va monter à 80-85. Donc l'écart, ça va se réduire. Donc la pression du monde extérieur sur nous va s'affaiblir. Oui. Et je m'en désole, parce que je pense que sans pression du monde extérieur sur nous, on n'arrivera pas à faire ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez un regard sympathique? Alors peut-être qu'au lieu d'utiliser l'exemple muskien, je devrais peut-être utiliser l'exemple milléiste. Et d'ailleurs, je suis assez ami avec l'ambassadeur argentin en France, un homme tout à fait remarquable, qui m'a dit à peu près la même chose que vous. Parce qu'on parlait du fait que le mot libéral en France est un gros mot et que les choses, en vérité, n'allaient pas assez mal pour pouvoir engendrer la sorte de révolution libérale, petit étatiste, que nous avons vu avec Javier Milei. Est-ce que c'est un exemple à suivre, Milei? Quel est votre regard sur sa politique? Je ne dirais pas que c'est un exemple à suivre, les conditions sont tellement différentes, mais je trouve l'expérience Milei, par rapport à tout ce qu'on a dit, plus intéressante que l'expérience Trump, parce qu'il y a quand même une grande différence. Milei, il est compétent. Expert. Oui, mais reconnu. Oui, mais il faut rappeler que ça aide. Bien sûr. Bon, après, on peut être libéral, social-démocrate, socialisant, tout ce qu'on veut, mais sa voix, je pense qu'on est entré dans un monde où il est de bonne loi de rappeler que dans tous les cas de figure, savoir est un plus. Oui. Or, Milei, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il sait, il sait, il comprend. Parfaitement. Bon. Et donc, je trouve ça beaucoup plus... J'ai plus d'intérêt pour une politique, fût-elle un peu hasardeuse, d'un type qui comprend, qu'une politique très hasardeuse d'un type qui ne comprend pas. Bien sûr, bien sûr. Milei est intéressant parce que, contrairement à certains marxistes qui nous expliquent que les courants de l'histoire, en vérité, ce sont des choses invisibles qui se passent sous la surface et que les hommes ne sont que des acteurs automatiques, on a l'impression qu'avec Milei, c'est le triomphe de l'individualisme. Parce qu'il s'agite sur les plateaux télé depuis 2013-2012, personne ne le connaissait. Cet homme, quasiment seul, a complètement changé la trajectoire de son pays. La dépense publique, ils étaient bien plus accros que nous. L'endettement, la frénésie de l'obésité de l'État. On a l'impression que la chose est en train de complètement se métamorphoser à cause d'un seul homme. Non, mais ce sont les hommes qui font l'histoire. Bien sûr. Bon. Alors qu'après, il y a des forces sociales, etc., c'est une évidence. Oui. Mais ce sont les hommes qui font l'histoire. Et à ce moment-là, c'est aussi pour ça que souvent, il y a de grosses bêtises, parce qu'un homme peut faire des bêtises. Bien sûr. Mais l'expérience argentine, il ne faut pas la prendre avec un... Je pense que l'idée d'imiter n'a pas de sens, parce que
l'Argentine a toujours eu un problème de devise extérieure. Nous sommes dans le cocon protecteur de l'euro. Oui. Je veux dire, pourquoi nous sommes des rentiers de l'euro, nous, Français. Pourquoi nous n'avons pas fait les efforts que notre situation absurde exigeait? C'est parce que nous n'étions pas menacés par une dévaluation. Et à la limite, on représente 16% de l'euro. Donc, quand on déconne, on affaiblit un petit peu l'euro. Mais personne n'est malheureux de cet affaiblissement de l'euro, à commencer par les Allemands, parce que ça les aide à exporter. Les exportations. Bon. Donc, il n'y a pas la comparaison avec l'Argentine ne peut pas être une opération de décalque. Oui. Mais c'est très intéressant, je suis d'accord. L'homme, quand même, Milei, parce qu'on a l'impression, avant lui, qu'on coexistait dans le monde politique occidental, en tout cas, entre des populistes, tels Trump, qui font en vérité, même si on l'apprécie, je pense que même ses plus grands supporters, ses plus grands soutiens diront la même chose, une course vers le dénominateur commun en termes de dialogue politique. L'homme est un lecteur, non-lecteur fier, aucune référence culturelle, il se revendique de parler à celui qui n'a aucune éducation, et au contraire, des gens qui sont des technocrates, tellement déconnectés du populisme, de la population générale, et que ces deux classes existaient en opposé, et que Milei, en vérité, qui est à la fois un académicien expert citant Hayek et Friedman toute la journée, mais avec un attrait populiste tout aussi développé. Enfin, n'importe qui se balade aujourd'hui à Buenos Aires, les chauffeurs de taxi l'adorent, et donc il a réussi à les séduire en citant Hayek et Friedman. Est-ce que c'est déjà arrivé? Mais je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve que c'est en ça que c'est très intéressant. Parce que souvent, j'emploie la boutade suivante par rapport au jeu politique, typique d'un membre de l'élite à la française. Il faut trouver un type qui pense comme nous, mais qui ne nous ressemble pas. Oui, ça se suicider, une phrase comme ça, c'est terrible, c'est tellement français. Non, mais je le pense profondément. C'est-à-dire, je pense que les gens issus de l'élite ont un problème d'adéquation à la population. Bien sûr. Donc on rejoint votre question du populisme. Oui. Et qu'en revanche, quand je vois le programme de M. Bardella, je me dis que le programme issu qui germe sur la terre populiste par elle-même est absurde. Bien sûr. Bon, donc ma phrase, elle n'est pas à se suicider, elle est assez sérieuse. Elle tient compte d'un état de fait. Bien sûr, et en ça, vous avez raison. Milei, il sait, et il a quelque chose, une capacité de... Les Américains avaient un mot, en particulier Clinton, et qui pour lui était très illustratif, to connect. Ouais. Et c'est vrai que Clinton entre guillemets, connectait. C'est-à-dire avoir la capacité d'une assonance avec la population. On a connu ça aussi ici à un certain moment. On l'a connu. D'ailleurs, vous parlez de la situation politique française. Quelle est... 5 minutes. Nous allons clore là-dessus. Quelle est votre vision sur la situation politique française du moment? Pas forcément à court terme, je ne vais pas vous demander de faire des prévisions, mais est-ce que vous voyez l'émergence du Rassemblement national comme une nouvelle droite? Est-ce que dans ce microclimat, vous voyez Jordan Bardella, au fond, comme un acteur politique et peut-être économique qui est un vrai divorce avec l'histoire de ce parti? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ou est-ce que la France va revenir à un clivage gauche-droite plus traditionnel? Ce qui me frappe, c'est, depuis le jugement concernant Marine Le Pen, c'est à quel point le pays a zappé. C'est-à-dire, je suis très impressionné parce que tout le monde disait qu'il va y avoir des mouvements, une espèce de 11 millions de Français frustrés, etc. Il ne s'est rien passé. Ça a fait pchit. Oui, mais ça y est, elle est sortie de l'écran. Oui. Elle est sortie de l'écran. Peut-être qu'en inventant une pseudo-solution de substitution, elle a contribué à cela. Mais qu'est-ce que ça va vite? C'est-à-dire, c'était quelqu'un que tout le monde voyait. Très juste. C'était Catherine II de Russie qu'on voyait à l'Élysée. Aujourd'hui, on a l'impression que même les gens de son camp font preuve d'une fidélité humaine minimale, mais ont déjà fait une croix sur elle. Donc partons de cette hypothèse-là. Après,
il y a quand même plusieurs éléments sur l'extrême droite. N'oubliez pas que ce parti a éclaté après le jugement sur Jean-Marie Le Pen. Donc le germe de la division, il existe. Oui. Alors, les 35% populistes, ils sont là. De penser qu'ils iront se reporter sur Bardella, j'en crois pas un mot. Donc je crois profondément que, et c'est pas la peine de revenir sur le jugement en tant que tel, c'est un état de fait. Oui. Je crois que l'équation politique de 2027 a changé totalement de nature. Au fond, vous pouvez dire Bardella sera à coup sûr au deuxième tour? Non. Mais peut-être. Mais bon, ce dont je suis convaincu, c'est s'il est au deuxième tour, il est battu. Mais vous n'auriez pas dit, j'aurais pas dit ça de Marine Le Pen. Oui. Bon. C'est-à-dire, deuxièmement, s'il n'est pas au deuxième tour, à ce moment-là, très étonnamment, on verra réapparaître un candidat de droite et un candidat peut-être de centre-gauche. Oui. Bon. Alors, le tout dans un pays, il y a quelque chose qui me frappe à très, très, très court terme, qui est le nombre d'adhérents qui a explosé dans un parti que vous connaissez bien. Et je trouve ça extrêmement... Alors bon, il y a peut-être quelques fausses cartes. Bon, l'effet Retailleau. Non, mais ça veut dire l'appétit de la politique. Oui. L'effet Retailleau ou Wauquiez, on verra dans le score. Oui. Mais l'appétit de la politique, premier élément, tant mieux. Et j'espère que les socialistes, il leur arrivera la même chose. Très juste. Bon. La seule chose, c'est qu'ils ne donnent pas au pays, pour attirer le pays, un duel. Le duel Wauquiez-Retailleau, il est intéressant. Vous avez deux types de qualités qui, en plus, ne se donnent pas trop de coups sous la ceinture. Oui. Donc, c'est bon pour la politique. Les socialistes n'arrivent pas à inventer ça, mais malheureusement, ça serait bien aussi qu'ils reprennent un parti de 100 000 membres, c'est quand même mieux qu'un parti comme le parti présidentiel. La performance du parti présidentiel, c'est que dans un meeting, tous les membres du parti étaient présents. Oui. C'est-à-dire il y avait 4 000 personnes, c'est un parti qui a 4 000 membres. Oui. Ça, c'est quand même une performance qu'on n'avait pas connue. Participation fantastique, oui. Ouais, participation mobilisation fantastique, plutôt. Mobilisation, mais il n'y a personne d'autre. Oui, bien sûr. Qui étaient, aucun attrait populaire. Là. Bon. Oui. Mais il y a quelque chose, en revanche, si on peut finir là-dessus, moi, qui me rassure beaucoup, c'est, les syndicats tiennent. Oui. Les syndicats ne perdent pas en adhérents. 2, les médias n'ont pas donné assez d'importance à quelque chose que je trouve impressionnant, qu'a été le communiqué qu'en décembre, l'ensemble des partenaires sociaux, syndicats, syndicaux et patronaux ont fait pour admonester la classe politique et pour dire maintenant, les adultes dans la pièce, c'est nous. Oui. Bon. Et quand vous voyez les débats que les partenaires sociaux ont, surtout dans le conclave, bon, il va falloir changer de mot, puisque comme il va y avoir un vrai conclave, on ne peut pas avoir un faux conclave, mais dans le conclave, maintenant que la CGT est sortie, le type de débat, au fond, il y a 2 vérités sur la France qui viennent d'apparaître. On a dit au pays des 35 heures et des N semaines de congé et des RTT, enfin tout ce qui fait le charme français. Oui. On a dit aux Français, ils sont en train de le comprendre, on ne travaille pas assez. Oui. La ministre du Travail a eu, je trouve, une métaphore excellente. Elle a dit « on ne joue pas à 8 contre 11 au foot ». Très intéressant. Mais c'est une manière... Et très vrai. De dire aux Français « on joue à 8 ». Ça, personne ne le disait. Première chose. Deuxième chose, le fait que le financement de notre système social est absurde et qu'on ne peut plus continuer à le faire reposer sur la production, ça fait des décennies qu'on disait ça. Maintenant, c'est acté. Donc, il y a une maturation collective qui se fait et qui est, à mes yeux, assez encourageante. Et dans cette maturation collective, les partenaires sociaux ont joué un vrai rôle. Alors, pas le seul, mais il faut leur rendre hommage. Merci, Monsieur Minc. On a un dernier service à vous demander. C'est une petite tradition pour, ce que vous voulez. En toute liberté. Est-ce que vous pouvez, pour nous, inviter Xavier Niel et Édouard Philippe à participer à ce podcast? Alors, je vous invite à regarder la caméra, si ça ne vous dérange pas, et de leur expliquer, si vous pensez que, en tout cas, c'est juste, pourquoi ça vaudrait le coup qu'ils viennent participer et parler avec moi sur 21 News. Je vais répondre à votre sollicitation par une boutade. C'est que dans la vie, on ne refuse rien à un jeune Sarkozy. Merci, Monsieur Minc. Merci infiniment.